Europe 1. Le journal de 7h30, Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On en est sans doute qu'au début, la vague de chaleur caniculaire continue de s'abattre sur la France. Hier, les 41 degrés ont été dépassés, notamment en Gironde et dans les Landes. 14 départements en vigilance rouge à partir de ce midi. Le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche rejoignent 10 départements du sud-ouest déjà colorés en rouge hier. 65 départements sont eux en alerte orange. Bref, c'est toute la France qui suffoque et qui va continuer d'avoir très chaud au moins jusqu'à dimanche selon les prévisions. Dans les villes comme dans les petites bourgades, les habitants sont obligés de changer leurs habitudes et de s'adapter, comme à Roquefort dans les Landes où s'est rendu Guillaume Dreschler. Dans ce village d'un peu moins de 2000 habitants, le thermomètre affiche 42 degrés à l'ombre. Là, on a le brumisateur et le ventilateur au bar, on est bien. Au café de la Paix de Roquefort, Pascal a choisi une place de choix. Sous le ventilateur. Là, ça fait 1 heure qu'on est là à peu près. Puis avec les chiens, ça se passe bien. Voilà. Eh ben, ils ont la gamelle d'eau, ils boivent tranquillement. Pendant que Tiki et César profitent aussi du brumisateur et du ventilateur, Natacha et Jean-Philippe viennent eux de faire une pause dans leur balade à moto. Ça ira encore mieux quand on sera arrivé. Ça se passe pas forcément bien, on est en moto, les gens pensent qu'on prend bien l'air, mais le bitume est super chaud, c'est une fournaise de dingue. Waouh. Non, là il fait très chaud. Pas grand monde ne traîne dans les rues, la température ressentie est de 45 degrés selon Météo France. Mais près des arènes, les fêtes de Roquefort ce week-end se préparent. Eddy est en plein bricolage. On a monté le chapiteau qui va accueillir la taverne du rugby. On a de l'eau frais. Et de temps en temps, on va piocher dans la chambre froide. De l'eau ? Oui, de l'eau, voilà, de l'eau fraîche. Ouais. Ah oui, la bière, ça sera quand on aura terminé. À côté, les amis ont le regard rivé sur les températures annoncées pour le week-end de fête, avec de nouveau des pointes à 40 degrés. À Roquefort, Guillaume Dreschler pour Europe 1. À Saint-Vallier en Charente, l'incendie qui a brûlé 230 hectares de végétation dans la journée d'hier est désormais fixé, annoncent des pompiers tout à l'heure qui ont pu bénéficier cette nuit de conditions météo favorables. Hier, une 50aine de personnes avaient été évacuées par précaution. Dans l'Aude, pas de reprise du feu, l'incendie reste maîtrisé mais sous surveillance. Un peu moins de 1000 soldats du feu sont toujours sur place. Des nouvelles rassurantes du maire de Villeneuve-de-Marne, un peu moins d'une semaine après son agression par l'un de ses administrés. L'élu isérois va mieux, même s'il est toujours hospitalisé. Frappé avec une barre de fer au thorax et au bras, Gilles Dussault espère sortir prochainement de l'hôpital. Il a indiqué qu'il ne s'attendait pas à subir une tentative de meurtre malgré le litige qu'il opposait à son agresseur. Un homme de 60 ans mis en examen et écroué dimanche. Il est 7h33, vous écoutez Europe 1 matin. À 3 jours du sommet Trump-Poutine, les Européens vont-ils réussir à faire pression sur le président américain pour qu'il infléchisse sa position? On n'en prend pas le chemin. En conférence de presse hier, le président américain a de nouveau fait part de son souhait de voir naître un partage de territoire entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit. Une solution souhaitée par Vladimir Poutine, mais fermement rejetée par Volodymyr Zelensky et les Européens. Ceux-ci s'adresseront à lui très prochainement, sans doute aujourd'hui ou demain. Mais au vu des dernières déclarations de Donald Trump, cela semble bien mal embarqué, Antoine Bienvaux. Oui, en conférence de presse hier, Donald Trump a à nouveau avancé l'idée d'un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie, comme le demande Moscou. Le président américain perçoit cette solution comme la seule issue possible au conflit, malgré, il faut le rappeler, la ferme opposition de Volodymyr Zelensky. Mais Donald Trump ne semble donc pas prendre en compte l'avis du président ukrainien et se dit même contrarié par son refus de céder du territoire à Moscou. Un exemple qui montre le peu d'estime qu'accorde Donald Trump aux Européens, selon Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique américaine. La parole des Européens est largement dépréciée aujourd'hui. Je crois que c'est totalement secondaire pour Trump. Donald Trump fait du transactionnel vis-à-vis de l'Europe. Il les considère comme des concurrents et non plus comme des alliés. Et c'est bien la différence avec l'administration précédente. Les Européens auront tout de même une dernière chance de convaincre Donald Trump demain lors d'un échange prévu entre le président américain, l'Union européenne et Volodymyr Zelensky, avec l'espoir de ramener Kiev au centre des négociations et d'éviter un accord trop favorable à Vladimir Poutine. Les explications d'Antoine Bienvaux. Donald Trump qui se déploie aussi sur le front intérieur pour répondre à l'insécurité croissante qui sévit à Washington DC. Le président américain a annoncé sa volonté de placer la police de la capitale américaine sous le contrôle des autorités fédérales. Le président des États-Unis qui va également déployer 800 militaires de la garde nationale. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Rémi, pourquoi une telle décision ?
Eh bien, ce serait, selon les mots de Donald Trump, pour débarrasser la ville de la criminalité, la sauvagerie, la saleté et la racaille. C'est l'anarchie totale dans la ville et nous allons nous débarrasser des bidonvilles, a également lancé le milliardaire, qui a rebaptisé le 11 août en jour de libération de Washington. En dépit de ces accusations, Washington DC se porte plutôt bien. Elle se classe 15e des villes américaines comptant le plus de sans-abri avec 5600 personnes recensées, un chiffre qui a baissé de plus de 50% en 10 ans. Les homicides et les crimes violents ont également chuté de plus de 30% l'an dernier, atteignant leur niveau le plus bas en 20 ans. En fait, Donald Trump est accusé par son opposition de vouloir s'en prendre à l'indépendance relative de la capitale. Washington DC n'est rattaché à aucun État américain et son administration est quasiment entièrement gérée par le Congrès. Un statut que n'apprécie pas du tout le président américain. En mars dernier, il avait signé un premier décret pour accroître le pouvoir de son administration sur la capitale, notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Merci Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Retour en France avec ces lettres que François Bayrou adresse aux partenaires sociaux concernant 2 piliers de son projet de budget 2026. Oui, le Premier ministre a donné un peu de lecture aux syndicats en ce mois d'août et ce n'était pas pour leur souhaiter de bonnes vacances. Un premier courrier a été adressé aux partenaires sociaux pour préciser le cadre de la suppression annoncée de 2 jours fériés et une autre lettre, cette fois sur le sujet de l'assurance chômage, pour fixer des objectifs afin de faire des économies, Aurélien Fleureau. Oui, et pour cela, le gouvernement entend jouer sur 2 critères. La durée minimale de travail requise pour avoir droit à des indemnités chômage et la période de référence pendant laquelle vous avez travaillé. À l'heure actuelle, la nouvelle convention stipule qu'il faut avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 2 dernières années. Des critères qui pourraient donc évoluer, 7, 8, 9 mois de travail sur une durée plus courte, 20 mois peut-être. La France pourrait donc s'inspirer de certains de ses voisins européens. En Suisse ou au Portugal, il faut par exemple avoir travaillé 12 des 24 derniers mois. Objectif, inciter les allocataires à retrouver plus rapidement un emploi puisque la durée d'indemnisation serait automatiquement réduite. À la clé, entre 2 et 2,5 milliards d'économies par an pour désendetter l'Unédic, précise Matignon. Patronat et syndicats ont jusqu'au 15 novembre pour conclure la négociation souhaitée par l'exécutif. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. La loi du plomb a été promulguée hier par le président de la République, malgré la censure la semaine dernière par le Conseil constitutionnel de la mesure sur la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide dont le retour était souhaité par de nombreux agriculteurs. La loi a été publiée hier au journal officiel. Elle permettra notamment une simplification administrative pour l'agrandissement des plus gros élevages industriels, ainsi que pour la construction d'ouvrages de stockage de l'eau à finalité agricole. Un mot de sport pour évoquer la probable fin de l'histoire de Donnarumma avec le PSG. Le gardien international italien, grand artisan de la victoire du club parisien en Ligue des Champions, ne figure pas dans le groupe qui s'envolera ce matin vers Udine où le PSG affrontera Tottenham demain soir pour la finale de la Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain devrait aligner l'ex-lillois Lucas Chevalier, sa toute nouvelle recrue, au poste de gardien de but. Direction Marseille à présent, où depuis quelque temps on utilise des algues pour endiguer l'érosion du littoral. Pour que la mer cesse de gagner du terrain, des tonnes d'algues de Posidonie ont été mélangées au sable, des algues qui ne sont donc plus ramassées au bord de l'eau. Or, la mesure n'est pas esthétique du tout. Spectacle dégoûtant, estiment même les vacanciers qui déplorent une tentative désespérée quand d'autres estiment que tout doit être essayé pour préserver le bord de mer de l'érosion. 4 plages marseillaises font figure de laboratoire cet été. Reportage sur la plage du Prophète de notre correspondant Stéphane Burgatz. Elle colle aux jambes, elle s'accroche sur les serviettes. Dans le sable et dans l'eau, l'abondance des algues de Posidonie en dégoûte certains, comme Michel. Paraît-il que c'est utile, mais en fait, ça fait sale, ça pègue, ça sent mauvais. Bien sûr, ça sent. Moi, je peux vous dire que ça sent. Et puis, ça sent pas très bon. Et il y en a, ils ont essayé de les enlever, ils les enlèvent, elles reviennent. Enfin, moi, je n'y vois que des inconvénients. Ces algues ont été enfouies, mélangées au sable au début de l'été et ne sont plus ramassées dans l'eau dorénavant. Résultat, des banquettes se forment sur le bord de mer, nous montre Hervé Manchon, l'adjoint au littoral à la mairie. Ici, on se retrouve devant un tas d'herbes mortes. Ça s'élève, ça forme des petites falaises. Ça fait amortisseur contre la houle. La plage gagne du terrain sur la mer, alors que partout dans le monde, l'érosion côtière crée des dégâts, fait disparaître le littoral, fait même tomber des maisons quelquefois. Le test durera 3 ans. Les habitués comme César espèrent des résultats. Il faut voir si ça marche, mais c'est vrai que la plage du Prophète, en 10 ans, elle a énormément perdu. Et avant, elle allait quasiment jusqu'au bout des rochers. Il y avait bien 5 à peut-être presque 10 mètres là. Ah ouais, c'est ce qu'on se dit souvent, on viendra sûrement pas quand on sera vieux sur cette plage. Enfin, on pense pas. Et dans la théorie, 1 mètre cube d'algues pourrait retenir jusqu'à 100 kilos de sable.
Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et puis à Gravelines dans le Nord, ce sont des méduses qui ont provoqué hier l'arrêt de la centrale nucléaire. Des milliers de méduses qui sont infiltrées dans les stations de pompage de l'eau qui permet de refroidir les réacteurs. 4 réacteurs qui sont donc à l'arrêt, ce qui a entraîné une coupure de la production d'électricité. Mais pas de pénurie, indique EDF. Un incident extrêmement rare et dont la résolution prendra plusieurs jours. Et on termine ce journal avec la fin programmée du ticket papier dans le métro parisien. Ça ne fait pas que des heureux. Oui, si dans les faits on peut encore s'en procurer, cela devient quand même très difficile. Alors globalement, les usagers des transports en commun d'Île-de-France y sont faits en passant progressivement à l'abonnement numérique. Mais ce n'est pas forcément le cas des touristes étrangers très nombreux l'été dans la capitale qui sont parfois un peu déboussolés, comme le montre ce reportage de Mathis Lang dans les couloirs du métro parisien. Cela fait quelques jours que Caroline, originaire des Pays-Bas, visite Paris avec une amie et pour prendre son titre de transport, elle a été quelque peu déboussolée. Je suis déjà venue à Paris et donc j'ai dit à mon ami « Oh, il y aura les tickets papier ». Et du coup, j'ai été un peu larguée quand j'ai dû me débrouiller avec la carte. Si la carte rechargeable se généralise, en effet, certaines stations continuent de proposer à la vente les tickets papier. Mais problème, d'autres, les plus récentes, sont dotées de portiques qui ne les acceptent plus. Alors pour éviter une gymnastique du cerveau, cette Danoise a opté pour une autre option. Nous avons acheté un abonnement pour la semaine et c'est très simple. Ça nous a coûté 90 €, je crois. Concernant la validation du titre, avec le téléphone qui tend elle aussi à se généraliser, Louis, venu d'Angleterre, approuve. C'est plus facile pour moi sur le téléphone avec l'application. Mais sa femme relativise. C'est difficile si on n'est pas habitué à la technologie. Pour les plus âgés, ça aurait été mieux de laisser les tickets. Les jeunes, eux, ils ont toujours leur téléphone. Mais s'il n'a plus de batterie, mieux vaut avoir des tickets papier. Touriste ou pas touriste, il reste quelques mois pour utiliser ces derniers tickets. En fin d'année, ils seront complètement bannis. Voilà, reportage dans le métro parisien de Mathis Lang. Merci Jean-Luc Bougeon pour votre journal.